Ça y est, on y est, la réouverture. Sur ma droite, une terrasse avec plein de gens attablés, buvant des bières. C'est la vie qui reprend. On est ravis, on a réouvert et on vous remercie de votre soutien pendant le confinement et aussi de votre présence à la réouverture et tous ces jolis messages que vous nous avez envoyés pendant toute cette période complexe. Salut Alex. Salut. Heureux aussi de retrouver de la vie dans la boutique, de réaccueillir des gens, c'est un peu particulier. Il faut reprendre le rythme, mais on est tellement content. Et la vidéo du vendredi est célébrée par de nombreuses très belles sorties sur cette semaine, puisque c'est un feu d'artifice de nouveautés. Vous allez voir ça tout de suite. On commence avec Hit. Voilà, les terrasses sont ouvertes, je vous disais, vous cherchez un petit jeu d'apéro qui va jouer sur un coin de table comme ça, très rapide, avec des règles très simples. Vous allez voir, Hit, il est vraiment sympa à ce niveau-là, si vous aimez les jeux de stop ou encore avec prise de risque. Hit, c'est dans la collection, il faut le nommer quand même, cette collection-là, Pixie Game, de Rainer Knizia, c'est-à-dire Zero, qui est un excellent petit jeu de gestion de main de cartes, et Corsair de Rainer Knizia encore. Eh bien, Hit ne déroge pas à la règle, il est de Rainer Knizia, comme indiqué. Là, c'est de l'épure de stop ou encore, c'est-à-dire tout bête, vous avez un paquet de cartes composé de cartes qui vont de 1 à 10 et à votre tour de jeu, vous allez piocher des cartes pour les mettre devant vous. Vous allez pouvoir en piocher jusqu'à 3 avant que le stress ne monte. Pourquoi? Parce qu'à partir de votre troisième carte, dès que vous avez une carte dont le numéro que vous tirez est déjà présent dans la ligne que vous avez déjà, vous avez perdu votre tour et vous défaussez toutes vos cartes. Donc là, je pourrais me dire, allez, je veux tenter plus encore parce que tout ça, c'est des points de victoire qu'on va pouvoir marquer quand reviendra son tour. Et c'est là que c'est malin. Un peu comme Corsair. Quand vous finissez votre tour, vous avez tout ça devant vous. Mais quand les autres vont jouer, ils vont essayer de vous voler les cartes. Pourquoi? Parce que si je sors un numéro et que d'autres joueurs ont ce numéro, je vais leur voler les cartes de ce numéro et les mettre devant moi. Et évidemment, je vais arrêter parce que je risque après de sauter avec une carte de ce même numéro. Donc là, on pourrait dire, allez, hop, je continue. Eh ben, j'ai eu tort de continuer. Parce que là, j'ai un deuxième 6. C'est fini pour moi. Mon tour s'arrête. C'est vraiment la mécanique du stop ou encore épurer un maximum. Si j'avais arrêté là, et que toi tu as eu un 7 Alex, je te volais ton 7, je le posais et je disais stop. Maintenant, ça va être le tour des autres joueurs et je vais prier pour que quand revienne mon tour, j'ai encore des cartes devant moi puisque vous avez compris qu'on va rajouter à la mécanique de stop ou encore ce système de se voler des cartes en essayant d'aller chercher des valeurs qu'ont les adversaires tout en essayant de ne pas trouver des valeurs qu'on a nous déjà devant nous. C'est très réussi. Comme tous les Rainer Knizia, ça paraît très simple comme ça et en fait c'est très malin, très subtil. Et pour fêter les bars, eh ben, c'est un jeu idéal à jouer sur un coin de table entre amis. Hit est disponible. Un retour en stock très attendu Alex. Le papa des deck building. Dominion, Dominion, il est sorti il y a bien longtemps et c'est lui le père de tous les deck building. Sans lui, pas de Star Realm, pas de Hero Realm, pas de Ion's End, rien du tout. C'était le début de cette mécanique qui consistait à partir avec un petit paquet de cartes assez pauvre et acheter des cartes dans un marché pour améliorer son paquet de cartes. Et là, l'objectif étant d'acheter ses provinces, ses duchés, afin de marquer des points de victoire, mais pas trop tôt, parce que si vous achetez trop tôt, ils vont polluer votre deck. Tous ceux qui ont joué à Dominion savent à quel point c'est bon. On nous le demandait régulièrement, on ne comprenait pas pourquoi on ne le trouvait plus et pourquoi il avait l'air d'être épuisé. Et bien Novalis vient de le rééditer, ce jeu de lui, Donald X Vaccarino, à qui on doit cet excellent jeu qui est Dominion, très rejouable parce que les paquets de cartes, on va les changer selon les parties et on va pas du tout avoir les mêmes configurations. C'est une grande réussite que ce Dominion. On continue, on va avancer par là. J'aurais dû vous parler de... Enfin, Wallis aurait dû vous parler de Codename Disney, évidemment. Ah oui, bah oui. Et oui, Alice. Ça va pas? Ouais. Et oui, Codename Disney, on l'a pas reçu. Je voulais le présenter. Ouais, je sais. Mais tu sais, moi aussi, je suis triste. Hein. Il y avait Shards of Infinity, l'extension dans le colis que nous a pas livré le transporteur. Moi aussi ça me fait du mal, j'aurais aimé leur dire aux gens que Shards of Infinity l'extension, c'était une chouette extension qui rajoutait de l'asymétrie dans les personnages avec des nouvelles cartes et puis les reliques du futur qui vont vous permettre d'avoir des stratégies diverses et variées selon vos parties. Voilà, mais j'ai pas pu leur dire, moi on leur dira la semaine prochaine. Et toi qu'est-ce que tu aurais dit sur Codename Disney si ça peut te faire du bien? Je leur aurais dit qu'il y a plein de personnages Disney et Pixar dedans et que il y a un côté où il y a les dessins et l'autre côté de la carte c'est leur nom et on peut mélanger les deux, soit on joue avec les images, soit avec les noms, soit avec les deux et puis on retrouve tout ce qui est bien dans Codename, il y a les équipes qui s'affrontent avec la petite grille que les maîtres du jeu ils peuvent voir et puis on peut avoir deux modes de jeu, on peut jouer avec 4 cartes par 4 cartes au milieu ou 5 cartes par 5 cartes, c'est super bien et puis c'est Disney, moi j'adore Disney. Mais oui, je sais que t'aimes Disney, je sais que tu te faisais une joie de présenter ce Codename Disney. Tu le présenteras. Tiens, on est tous tristes aujourd'hui un peu parce que moi, Shards of Infinity évidemment. Mais regarde Antoine, il a rien à présenter Antoine en jeu de rôle. Rien du tout. Il n'y a pas d'actualité, il va rien faire. Voilà. Il n'y a pas d'actualité jeu de rôle.
Donc il n'y a pas d'actualité jeu de rôle. Cette semaine, il n'y a pas de jeu de rôle. Non, tu vois, il n'y a pas de jeu de rôle. Donc on m'a pas prévenu et il n'y a pas de jeu de rôle. Très bien, parce que moi j'ai une super équipe. Il a pas dit en fait qu'il n'y a pas de jeu de rôle. C'est ça. On a mis des je crois que j'ai oublié en fait. des cartes. Ok, c'est magnifique, l'éclairage est magnifique. Moi c'est mon truc la semaine, je viens. Ok, alors maintenant on va se calmer, ok, parce que moi, Shard of Infinity aussi, j'avais envie de me présenter, d'accord? Et j'en fais pas tout un pataquès, d'accord? C'est bon, d'accord? On a plein d'autres trucs à présenter, on s'amuse, c'est la vidéo du vendredi. Et c'est la fête puisque la baie des marchands est enfin disponible. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, ce jeu là il a vraiment buzzé sur internet. C'est une grosse boîte que je vous montre là. Et c'est un jeu que moi personnellement j'apprécie énormément. Alors je vais essayer de garder comment dire de la distance quand je vous l'explique, sans ça je vais m'emballer. Je vais vous dire quel est l'intérêt de ce jeu. De base, c'est un jeu type Eurogame assez classique puisque c'est un jeu de marchands, hein, ça tombe bien, ça s'appelle la baie des marchands, la perle des 5 royaumes. Vous êtes un marchand et vous allez amener des marchandises sur différents stands pour les vendre à ces petits bonhommes là qui sont soit rouges, soit verts, soit bleus, soit jaunes et qui arrivent avec des petits bateaux. Et ils vont accoster. Alors il y a un petit système d'accostage, il n'y a que 4 places pardon, au port et il y a 6 bateaux. Okay. Donc déjà, on va gérer un petit peu les bateaux qu'on veut voir accoster, évidemment en fonction des marchandises qu'on a construits. Il y a également un petit système très agréable de aussi remplissage du bateau, puisque ce sont les joueurs qui, en piochant dans ce magnifique petit sachet, vont sortir les jolis petits pions. Et excusez-moi du peu, ils ont tous été gravés, hein, c'est pas moi qui ai passé des plombes à coller des petites étiquettes, ils sont tous gravés, dessinés, c'est fabuleux comme matériel. Là je perds ma distance, tu vois, donc je vais revenir professionnel. Donc ensuite ces petits marchands que vous êtes vont vendre des objets à ces gens là. En gros vous faites des objets soit rouges, soit verts, soit jaunes, soit bleus, ça tombe bien, ils sont rouges, soit verts, soit jaunes, soit bleus, et vous vendez soit des petits objets, soit des grands objets, et en fonction de la valeur de l'objet vous multiplierez par le nombre de personnes à qui vous l'avez vendu. Okay. Voilà, c'est tout bête, hein. On peut vendre tous des objets à des gens, c'est pas parce que j'ai vendu à ces deux rouges là que tu peux pas leur vendre non plus, hein. Ils ont envie d'acheter plein de trucs, donc tu peux leur vendre, je peux leur vendre, et en gros on va faire ce petit jeu de marchandage qui est très sympa. La petite originalité, elle est là, parce qu'il y a beaucoup de matériel, et puis vous verrez, c'est cette petite roue. Ça c'est le truc que j'aime bien, et que je trouve très intéressant, c'est que c'est un jeu comment dire, qui va gérer le temps. Les actions qu'on va faire vont nous coûter du temps et on va avoir son petit pion et on va avancer sur cette piste du temps. Donc on va retrouver un peu le système Tokaido, le système de plein d'autres jeux maintenant qui utilisent ça. Et c'est toujours le dernier sur la piste qui peut rejouer. Voilà. Donc on va gérer ces actions en se disant ah j'aimerais bien faire ça, mais cette action là va me faire prendre trop de temps et derrière je vais mettre trop de temps à rejouer. Les autres vont peut-être faire d'autres choses. Ils vont peut-être trop contrôler les bateaux qui vont arriver avec les clients. Donc c'est pas top. En plus de ça, on va pouvoir acheter des petites cartes dans un petit port. Dans le port, on va acheter des petits assistants ici. Regarde Alex. Je sais qu'il y en a partout, hein, ça foisonne. Des petits assistants comme ça. Voilà. Et il y a un petit côté combo qui est très sympa. C'est le petit assistant. Déjà, je vais dépenser du temps hein, pour le recruter. Donc ça va me faire avancer sur cette fameuse piste du temps. Qu'on va pouvoir gérer, vous verrez, avec des petits détours qu'on peut faire par les aiguilles pour gagner du temps, mais on va perdre de la corruption. Voilà. La corruption, c'est un peu, voilà, c'est des points négatifs qu'on va avoir à la fin de la partie. Et vous voyez, l'intérêt d'avoir recruté ce petit bonhomme, c'est qu'il m'enlève une carte de corruption. Ça, c'est immédiat. J'ai recruté tout de suite. Il m'enlève une carte de corruption. Mais ce qui est plus sympa, c'est que je vais le mettre dans cette petite plaquette et plus tard, avec l'action activer mes équipes, parce que maintenant il devient quelqu'un de mon équipe, il m'activera cette action là et il activera toutes les autres actions d'autres personnes que j'aurais pu placer. Donc vous avez un petit côté combo très agréable. Donc tout ça fait un jeu vraiment déjà remarquable à ce niveau là. Mais et c'est là que j'arrive sur la vraie richesse du jeu, et c'est ce qui fait tout son sel, c'est que les marchands que vous êtes tous asymétriques. Et quand je dis asymétrique, je dis attention, c'est du route qu'aurait rencontré un jeu comme ça de production de marchandises et de vente de biens. Pourquoi? Parce que chacun va avoir son propre plateau, et c'est là que ça devient vraiment génial, et va avoir sa propre manière de construire ses objets. Et donc, on va avoir son petit plateau individuel. Alors, si je suis le forgeron, par exemple, j'ai ma jolie petite figurine du forgeron, et tu as différents emplacements qui me sont propres, un peu comme dans Villainous, hein, et je vais me déplacer d'un emplacement à un autre pour faire des actions. En l'occurrence, là, je vais avoir mes fours à fusion, là, à lave, pour créer, ben, on le voit, hein, des épées, des haches, des glaives, des gants, des choses comme ça. Et ça, je vais le faire à l'aide de dés avec mes propres règles. Donc, c'est très simple à appréhender, hein. Le jeu, vraiment, les règles sont appliquées très vite de base, et après, son petit personnage, on a tous un petit fascicule très bien fait pour apprendre à jouer son personnage. Et donc ici on a un jeu un peu de gestion de dés où on va placer des dés, essayer d'obtenir des valeurs assez fortes pour ne pas prendre de la corruption et pour pouvoir créer des objets de la couleur du dé qu'on aura placé avec la force de l'objet, soit il sera grand, soit il sera petit. On va aussi gérer
son four à fusion ici, parce que dans le jeu de base, il y a aussi un système de mécénat. Tous les clients, tu sais, dans les 2 bateaux qui n'ont pas réussi à accoster, ils vont aller dans des maisons qui sont derrière tous ces petits plateaux. Et ils vont nous permettre de marquer des points. Par exemple, si j'ai un mécénat bleu, eh ben, je marquerai à la fin de la partie, s'il y a 6 bleus, eh ben, je marquerai 6 fois mon symbole bleu et d'autres symboles que j'aurais libérés ailleurs sur des cartes, etc. Ça, c'est le côté super immersif du jeu. C'est un jeu qui a été fait par Karl Van Ostrand avec Johnny Pack et Drake Wilsrill. Et si on se souvient bien, c'est illustré par The Miko. Johnny Pack, c'est celui qui avait fait Pour une poignée de meeple, ce jeu qui nous racontait une histoire dans un système de Awele. Ben là, on a le côté qu'on nous raconte vraiment une histoire. Quand je suis le forgeron, j'ai vraiment l'impression de forger. Mais il y a l'alchimiste aussi. Et l'alchimiste, tu vas avoir un petit jeu, regarde comme c'est joli, un peu la potion explosion. Tu vas déplacer ta petite alchimiste entre ces différentes zones, et puis celle-ci aussi, et tu vas récolter ici des billes, hop, que tu vas prendre, et un petit peu la potion explosion, tu vas prendre toutes les billes de la même couleur qui sont dans la ligne. Donc par exemple, alors on va tricher un peu parce que hop, voilà, si je dis que je m'étais mis là, tu vois, je prends cette verte là, et vu que j'ai pris cette verte là, ben, je prends aussi cette verte là. Et celle-là, elle tombe. Maintenant, je vais les mettre dans mon petit chaudron, et je vais faire monter la température. Attention à ne pas prendre des petites billes noires qui vont me faire gagner de la corruption. Je peux être aussi, hop, le pirate. Le pirate, je vais gérer une armée de bateaux qui vont se déplacer sur les différentes îles pour aller récupérer des trésors qui sont en fait les marchandises que je vais vendre, petites ou grandes. Je vais pêcher. Et pareil, avec ma jolie petite figurine de pirate, je vais me déplacer pour faire mes actions. Je peux être aussi le chronomancien. C'est-à-dire que je vais me déplacer sur la piste du temps. Voilà, il est où le chronomancien? Bah oui, je l'ai enlevé, je suis bête. Hop, c'est le plus dur à gérer lui. L'assistant et le chronomancien vont se déplacer dans le temps, dans les espaces temporels, et vont aller d'une machine à remonter le temps à une autre, et tu vas pouvoir upgrader tes petites actions en changeant les petites tuiles et en mettant des nouvelles tuiles, et tout ça va gérer ton temps que tu vas dépenser avec les petits sabliers. Ouais, c'est super riche, c'est vraiment malin, parce que du coup on a ce côté qu'on est vraiment unique, c'est le cas, et les stratégies sont vraiment diverses et variées. Là aussi, les plaquettes que je vous ai montrées au début de l'explication, elles sont toutes différentes selon le personnage que j'incarne, et donc les combinaisons, même si ça, vous voyez, c'est toutes les mêmes parce qu'on a tous besoin d'enlever notre corruption. C'est vraiment exceptionnel. Il y a un mode solo aussi dans la boîte. Hop, voilà, j'ai oublié de vous montrer. Un plateau spécial avec des cartes spéciales, vu que le solo, ça fonctionne bien. Tout a été pensé pour faire de ce jeu un jeu qui part sur des bases normales, mais qui en fait un jeu assez original, quand même très original, si on aime les Roots, si on aime les Villainous, si on aime tous ces jeux dans ce style-là. Et il y a des extensions, évidemment. Je vais passer vite les extensions, mais quand même pour vous dire, l'Oracle, vous allez jouer en roll and write. Vous allez jeter dans ce petit pot un os, une poupée vaudou, 2 dés et une pièce, et vous allez essayer de faire des combinaisons qui vont vous faire cocher avec votre stylo votre plateau qui est effaçable, et vous allez faire des combinaisons à la tréfutée pour améliorer vos lancers de dés et pour créer vos divinations. Et plus vous allez maîtriser les dés, plus vous allez maîtriser vos divinations, et plus vous allez pouvoir créer des grandes divinations. Vous allez voir, c'est quand même génial quand même. Vous avez l'aubergiste. L'aubergiste, lui, il va gérer son auberge, forcément. Il va faire des lits pour les gens qui arrivent sur les quais. Donc il va devoir anticiper la couleur du lit pour bien les coucher et pour marquer les points. Il va ensuite les attabler et leur servir des petites cervoises ici. Et il va éviter qu'ils aillent dans la bagarre, parce que tous ceux qui vont dans la bagarre vont dans la corruption. Et vous avez aussi l'éleveur de dragons. L'éleveur de dragons, on est dans un bag building avec Awele, c'est normal, il y a Johnny Pack et il avait pris le Awele dans pour une poignée de meeple. Et ben voilà, vous allez élever des dragons, vous allez essayer de défricher ce terrain en découpant les arbres, récupérer la nourriture et nettoyer le caca des dragons. Évidemment. Parce que évidemment ce caca, si vous le laissez trop longtemps, il vous fera de la corruption. Et vous avez aussi la cachette secrète. Ça c'est pour upgrader votre jeu de base. Voilà. La boîte c'est une merveille, tout est rangé super bien, il y a des petits papiers pour vous dire ça vous le mettez à tel endroit, ça vous le mettez à tel endroit. C'est un objet, voilà, si vous sentez que ça vous parle, et ben c'est que c'est fait pour vous, voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire. Son prix est certes un peu élevé, 70 €, un peu plus de 70 €, à peu près, mais le matériel il est quand même, tu l'as filmé, petites billes, on aimerait que Potion Explosion, il ait eu ces petites billes là, parce qu'on sentirait plus le côté potion justement. Voilà, la BD Marchand, moi perso c'est mon coup de cœur, vous n'êtes pas obligé de suivre évidemment, mais si ça vous parle, et ben on en a, et on a encore quelques extensions. Voilà, c'était fait, il fallait passer un petit peu de temps. Photographe juste là. Ah oui, photographe, évidemment. Je vous en ai parlé dans la vidéo des
3000 abonnés. Ouais. C'est un jeu alors très rotor, hein, c'est un jeu de gestion de main de cartes où vous n'allez pas choisir l'ordre des cartes que vous allez recevoir et vous allez essayer de faire des familles, on va dire si on le simplifie, vous allez essayer de faire des familles de cartes dans des couleurs d'ordre croissant ou décroissant avec, par exemple après un 1, je peux mettre soit un 2, soit un 3, soit un 4, mais je ne pourrais pas mettre un 6 par exemple. Et puis après, donc si je mets un 5, je pourrais mettre soit un 6, soit un 7, soit un 8 ou descendre avec un 4, un 3, un 2 si je décidais de descendre, mais je ne peux pas descendre et remonter évidemment. Là, la richesse du jeu, c'est quoi? C'est surtout la manière dont on va poser ces cartes-là, parce qu'on va récupérer des cartes dans un marché, qui est comme ça, avec des cartes visibles et des cartes non visibles. Alors ça, c'est pour 3 ou 4 joueurs ou pour 2 joueurs, tout est très bien fait. Ouais. On va annoncer le nombre de cartes qu'on veut récupérer, on va les récupérer dans les lignes, en commençant toujours par celle du bord et en allant vers le centre, et ensuite, on va devoir poser des cartes après avoir remonté sa pellicule. C'est-à-dire, il y a une des cartes qu'on va prendre et qu'on va remonter en avant, et après, on va libérer les cartes de là qu'on va devoir jouer. On va devoir jouer autant qu'on a pris là, c'est-à-dire que si j'ai pris 2 cartes ici, je dois poser 2 cartes. Si ça continue à matcher avec les familles que j'ai commencé, très bien. Si ça ne matche pas, je dois retourner la carte et elle me fera perdre des points de victoire. Okay. Voilà, à la fin de la partie, on aura un système de score dans chaque famille. Si tu as posé 0 carte, moins 3 points, une carte 1 point, 2 cartes 3 points, c'est exponentiel. Avec aussi un petit côté course, un petit bonus, dès que tu as posé 5 cartes dans un album photo d'une couleur, tu récupères le good shot. Okay. C'est super agréable si vous aimez les jeux un peu tordus, avec une maîtrise très particulière, photographe, et donc une grande originalité dans sa gestion de main de cartes, qu'on retrouve un petit peu comme dans Bonanza. On n'a pas le droit de changer l'ordre de ses cartes, donc il va falloir créer des combinaisons, aussi un petit peu dans Caro Combo, un petit peu Alex. Aussi, oui. Voilà, ça c'était une très belle surprise et c'est maintenant enfin disponible, ça n'est plus une exclue, c'est disponible au magasin. Du coup, on va aller tout par là-bas pour vous parler de Mandala Stones, un jeu de Philippe Glowacz, édité par Lucky Duck Games, et donc c'est des parties de 30 minutes pour 2 à 4 joueurs, c'est dans la famille des Azul, clairement, avec un très beau matériel, et cette fois des petits galets comme ça de mandala. C'est un jeu de combinaison, pareil, de couleurs, où vous allez récupérer en déplaçant ces petits jetons là, vos jetons artistes, vous allez les déplacer, et ils ont tous des petits dessins. Voilà, tu vois, différents, si tu zoomes un peu, qui correspondent au dessin qui a posé sur les mandalas. Okay. Quand tu vas le mettre à un emplacement, tu vas récupérer tous les mandalas qui ont le même dessin que ton artiste dans l'ordre des aiguilles d'une montre en partant de celui que tu veux. Et tu vas tous les mettre les uns sur les autres et les poser en piles comme ceci. Et à un moment, tu vas pouvoir scorer tes piles. Et un petit peu comme dans Gorinto, il y a des piles qui disent tu scores par rapport à la taille de ta pile, tu scores par rapport à la hauteur de la couleur que tu as décidé de scorer, où elle est dans ta pile. Et tu vas essayer de marquer des points comme ça. Et les piles que tu vas scorer, tu vas les mettre ici sur ce plateau et tu vas finir par créer une espèce de comme ça d'escargot qui va déterminer la fin de la partie, mais surtout des bonus de points de victoire, puisque à chaque fois qu'en posant une tuile tu atterris sur un +1, un +2, un +3 ou un +4, tu marques ces points là sur le tableau de score. Ici chacun a son petit tableau de score individuel comme dans Azul. Clairement, si vous aimez Azul, c'est du même acabit, c'est du puzzle game, ça n'a pas de l'interactivité folle, même si c'est quand même très agréable, mais c'est super joli, on retrouve vraiment le côté très agréable des tuiles de Azul et c'est très réussi aussi. Voilà, Mandala Stone, un grand attendu aussi, Clank Legacy. Clank, c'est le jeu de deck building avec un plateau où vous allez essayer d'explorer un donjon, un jeu compétitif. Et depuis longtemps, on avait entendu parler de ce Clank Legacy et il est disponible, mais il n'est plus beaucoup d'exemplaires de disponibles, donc ne tardez pas trop si vous avez envie. Cela dit, le prix de 133 € quand même, c'est quand même du sacré matériel. C'est tout ce que vous aimez dans le Legacy, des enveloppes secrètes, des règles à trous que vous allez remplir au fur et à mesure, des cartes que vous allez enlever, des cartes que vous allez rajouter, des vraies petites figurines en plastique, un plateau qui va évoluer parce que un petit peu comme dans le Pandémie Legacy saison 2, il y a une partie du plateau qu'on ne connaît pas, puis on va coller des stickers pour découvrir la suite de l'aventure. C'est très scénarisé, il y a un grand livre d'histoire comme un livre de jeu de rôle. Il y a toute une grosse boîte qui s'appelle le Carpodium, je crois, où il y a plein de cartes, où il y a plein de choses en disant si vous avez fait ça, allez ici, s'il se passe ça pendant la partie, lisez tel chapitre. Bref, c'est extrêmement narratif. À la fin, ils le disent, vous pouvez continuer à jouer à votre jeu. Il devient unique, mais il est tout à fait jouable, et qui plus est, vous pouvez le mixer, ce paquet de cartes que vous avez fait de votre héros, vous pouvez le mixer avec votre Clank de base. Il arrive avec Clank Acquisition Incorporated Upper Management Pack. C'est un deck en fait, c'est 4 decks de 4 héros différents avec leurs propres figurines aussi. C'est également mixable avec votre Clank classique puisque ce sera des decks asymétriques, un petit peu comme il y avait Clank La Grande Aventure. Voilà, Clank Legacy, c'était très attendu, c'est en édition ultra limitée. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus du tout parce que là-bas c'est un Kickstarter vu le montant, mais on a réussi à avoir quelques boîtes pour le magasin et pour les gens qui ne l'auraient pas pledgé.
On passe à côté, Alex, avec un retour en stock très attendu. Et cette fois, on en a une bonne quantité. Donc, c'est bien. Rainer Stockhausen a fait ce jeu aussi moche dans sa boîte qu'intéressant dans sa mécanique ludique, appelé Orléans. Orléans, c'est peut-être un des premiers backbuilding, ou en tout cas, à ma connaissance, c'est celui qui l'utilise le mieux. C'est super agréable, c'est super fluide. On va donc upgrader son sachet pour sortir des petits habitants qu'on va poser ici, qui vont nous permettre de faire des actions, soit récupérer d'autres habitants, soit avancer sur diverses pistes, soit déplacer un de ces pions ici pour récolter des marchandises, des ressources. On va avoir plein de manières de marquer des points. C'est très agréable, Orléans, vous savez à quel point c'est bon. Et l'occasion m'est donnée de vous signaler qu'il nous reste une boîte d'Orléans Invasion, qui pourtant est introuvable, puisqu'en rupture. Donc nous, il nous reste une boîte, donc si vous voulez faire la totale Orléans et Orléans Invasion, c'est ici que ça se passe. Ça, c'est Pendulum. Pendulum de Stonemaier Games. Stonemaier Games, c'est ceux qui nous ont donné Wingspan, qui nous ont donné Sight, qui nous ont donné Route. Et donc Stonemaier, derrière ça, c'est Travis Jaune, illustré par Robert Lisk, un jeu de 1 à 5 joueurs. Et c'est un jeu dans une mécanique peu usitée, la mécanique de temps réel. Il est un jeu que je vais vous montrer, qu'il a utilisé il y a peu de temps, mais qui n'a pas fait trop de bruit, mais pourtant qui est très bien. C'est un peu Splendor qu'aurait rencontré le Ligretto. Vous jouez en temps réel, vous allez récupérer des cubes qui vous permettent d'acheter des cartes, exactement comme dans Splendor, sauf que vous allez les récupérer via des sabliers que vous retournez, et selon leur couleur, vous allez récupérer le cube adéquat. Si vous connaissez pas House Flipper, ça vaut le coup de vous y intéresser. Et Pendulum va reprendre ce système de temps réel avec pose ouvrier et avec un côté que le sablier est le même pour tout le monde et va bloquer des zones en fonction de là où il est posé. Et vous allez poser vos ouvriers, vous pouvez poser quand il y a un sablier et vous pouvez activer quand il n'y a plus le sablier. Et vous allez jouer comme ça avec vos ouvriers pour récupérer des cartes, pour améliorer votre petit plateau. Alors les plateaux sont très jolis et ils sont recto verso, donc il y a beaucoup de rejouabilité aussi parce que c'est ce qu'aime Stonemaier. Vous allez pouvoir avancer sur diverses pistes pour marquer des points de victoire, notamment ici. Dès que vous avez amené vos pions dans la zone du parchemin, vous avez gagné la partie. Et on n'a pas du tout asymétrie, hein. Tu vois ici le bleu, il a un long chemin, lui, il a un chemin beaucoup plus court, comme tu peux le voir. Voilà, vous allez vraiment avoir un jeu de pose ouvrier, de gestion de ressources, matinée de temps réel. Donc c'est pas pour tout le monde, parce qu'il faut quand même avoir le cerveau qui carbure très vite. Et clairement, c'est un jeu où quelqu'un qui maîtrisera va être plus efficace. Et toujours ce petit problème de s'il y a un problème de règle, on est obligé d'arrêter le temps. Mais ils ont fait une version pour rassurer les gens sans le sablier, en tout cas en tour par tour pour apprendre à jouer le jeu. Si vous aimez ce genre de jeu, si vous aimez les petits ovnis comme ça, Pendulum est peut-être fait pour vous. Voilà, on va passer du côté des jeux à 2 joueurs. Ce beau petit bazar que j'enlève. Donc, hop, voilà. Celui-ci, on vous l'avait présenté à la fin d'une vidéo du vendredi, Jekyll vs Hyde de Mandu Game. C'est un jeu de, alors là j'ai pas des bons yeux, mais c'est Grown Hill. C'est un asiatique et Vincent Dutré qui a fait les dessins. Et c'est un jeu de pli à 2 joueurs avec une richesse particulière, puisque le but de ce jeu n'est pas de faire le plus de plis, en tout cas pour le Dr Jekyll, puisque c'est un jeu asymétrique où Dr Jekyll va affronter Mr Hyde. Le but de Mr Hyde, c'est que Dr Jekyll, vous voyez, il a une très belle figurine en métal, tu vois, voilà, avec et le gentil Dr Jekyll. Le but de Mr Hyde, c'est que Dr Jekyll sombre dans la folie et arrive ici. Le but de Dr Jekyll, c'est de résister à cette folie. Ça va jouer avec des cartes. Pourquoi ? Parce que à la fin d'une manche, on va compter les plis. Et la différence des plis fera avancer inexorablement le Dr Jekyll. Ce qui veut dire que le but de Mr Hyde est de créer le déséquilibre. Le but, c'est soit moi, Mr Hyde, je vais essayer de faire le plus possible de plis, ou alors d'en laisser le plus possible à Dr Jekyll. A l'inverse, Dr Jekyll va essayer de créer l'équilibre, de temps en temps de faire gagner Mr Hyde, afin que le nombre de plis qu'il a fait par rapport à lui reste soit carrément le même, ce qui est idéal pour que le pion n'avance pas, soit que de 1 ou que de 2. Là-dessus, vous rajoutez un système de 3 couleurs, violette, vert et rouge, qui vont avoir des valeurs diverses selon la manière dont ils sont joués ou le tempo dans lequel ils sont joués. La première carte jouée dans le pli va indiquer que cette couleur est la plus faible. La deuxième carte va indiquer que cette couleur est la deuxième et par fortiori la troisième couleur sera la violette. Maintenant, c'est un jeu de pli classique. Si je joue du rouge et que tu n'as pas de rouge, que tu as du rouge, tu es obligé de jouer du rouge. Par contre, si tu joues du rouge et que je n'ai pas de rouge, je peux jouer une autre couleur. Et si la couleur que je joue est supérieure à la tienne, je te bats. Si tu as joué un 7 rouge,
d'accord? Et que moi j'ai pas de rouge et je joue un 1 vert, 1 c'est moins fort que 7, mais vert c'est plus fort que rouge. Donc je remporte le pli. Il va falloir jouer avec ça. D'autant plus qu'il y a des petites cartes potions qui vont créer des petits twists savoureux puisque chaque couleur a un petit pouvoir et une carte potion jouée face à une carte d'une certaine couleur va déclencher le pouvoir de la couleur indiquée. Ici, c'est changer de carte. Ici, voler un pli pour créer un déséquilibre. Et ici, par exemple, rebattre les donnes des couleurs et de leur valeur. Ce qui veut dire que si j'ai une couleur qui est faible comme la rouge, bah, je peux essayer de tout changer pour faire que la rouge devienne une couleur beaucoup plus forte. C'est très malin, franchement. En jeu de pli à 2, il n'y avait pas grand chose à part le renard des bois qui fonctionne très bien, mais celui-là va rajouter cette tension asymétrique et le fait que le but n'est pas tant de faire des plis mais que de s'adapter pour essayer soit de créer des équilibres, soit de créer l'équilibre. Donc du coup le thème de Jekyll luttant contre les pulsions de Hyde est vraiment super bien rendu, c'est un très bel objet et c'est très réussi. On passe à Clinic Rush, Alice. Voici Clinic Rush, c'est la suite on va dire de Kitchen Rush, voilà, qui se passait du coup dans les cuisines. Ici on va aller dans une clinique, voilà, c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs où du coup on va rentrer dans cette clinique nouvellement inaugurée et on va vraiment vivre pendant 4 minutes intensives, chrono non fourni avec, ça sera avec votre téléphone ou autre, et vous allez soigner plein de patients, voilà, des patients plus ou moins graves. Donc on va retrouver les sabliers qu'on avait dans Kitchen Rush qui sont en fait vos médecins, voilà, chacun son médecin, mais vous avez aussi les infirmières qui elles peuvent être utilisées un peu par tout le monde et qui vont faire leurs tâches propres. Voilà, là on a un très grand plateau avec plein de matos parce qu'il y a plein de choses à faire pendant ces 4 minutes de feu. Vous allez poser votre sablier sur un des postes, des différents postes qui sont représentés par ces petits ronds. Donc comme vous voyez, les bleus c'est pour les infirmières parce qu'elles sont bleues et ça c'est les médecins, donc c'est que des sabliers spécifiques. Ici vous allez avoir l'accueil, première étape, vous en avez des deux côtés, il va falloir poser votre sablier sur le côté où vous voulez faire un accueil. Ça c'est les graves, on va dire, voilà, ça c'est l'hospitalisation et ça c'est les petits qui viennent et qu'on leur donne des petits médocs, eux c'est plutôt facile de les soigner. Plus on les soigne évidemment et plus notre clinique va devenir populaire, c'est le but de la partie, au bout de 4 manches, le but c'est d'avoir le plus de popularité possible sur un petit plateau, je crois qu'on le voit très vaguement là-haut. Voilà, évidemment les accidents médicaux ça fait perdre de la réputation. Bien sûr. Du coup, chaque patient va avoir une petite liste de ce qu'il lui faut pour être soigné. Et ceux-ci, il va falloir les accueillir dans les lits qui sont tout là-haut. Voilà, ça se passe sur vraiment plein d'étages. Et comme vous le voyez, les lits sont limités aussi. Donc ça on connaît ça, voilà. Donc vous allez mettre votre petite carte dans le lit et vous allez mettre là-haut. Et en fait, vos malades, ils vont demander certains tests pour savoir qu'est-ce qu'ils ont. Et donc, dans ce plateau ici, voilà, vous allez avoir plein de tests. Donc vous allez avoir l'IRM, le scan, le test sanguin, enfin il y en a plein. Et chaque test, c'est un mini-jeu. Voilà, vous en avez un, il faut prendre une petite pince, je sais pas si on la voit, elle est aussi là-haut, très vague, voilà, je sais pas si tu l'entreaperçois, voilà. C'est une pince, vous la prenez et vous devez prendre les petits plots qui sont là-dedans et les agencer exactement comme le dos de la carte, donc c'est hyper dur. Vous allez en avoir d'autres où vous devez, pareil, avec la petite pince, récupérer les organes ici pour faire une chirurgie, voilà. Il y a la pipette. Oui, il y a la pipette, c'est trop bien, la pipette, elles sont là, les pipettes, pareil. Les pipettes, vous les ouvrez et vous allez y mettre certains médicaments avec la couleur demandée. Enfin bref, tout ça, vous le mettez dans le lit et le lit, vous le ramenez là-haut. Et à la fin des 4 minutes, on va vérifier si tous les patients ont été soignés ou pas. S'ils ont été soignés, c'est cool, on gagne certains points de renommée, voilà, c'est marqué dessus. S'ils ne sont pas soignés, on perd des points de renommée et leur cas s'aggrave. Jusqu'à ce qu'à un moment, vous arriviez peut-être au niveau 0, qui est pas très bon, le monsieur il est mort, ou la madame. Voilà. Et ça, c'est vachement pas cool de les cas comme ça. Donc voilà, c'est vraiment très très riche. Vous avez plein de mini-jeux et comme c'est 4 minutes, vous devez faire le plus possible. C'est vraiment très immersif en fait, c'est très réaliste. Vous allez avoir tout le monde qui va mettre ses mains au-dessus de la table, qui va se croiser, qui va faire tomber le sablier de l'autre parce que vous pouvez pas faire d'action tant que le sablier n'est pas terminé. Enfin, c'est la folie furieuse. Voilà. Excellent. C'est vraiment très pour les experts et pour les familles, parce que il faut une grande table. Oui, très grande table. D'accord. Et des longs bras aussi. Bien si sûr. vous êtes assis là et que vous voulez faire un truc là-bas, moi je pourrais pas déjà. Voilà, c'était Clinic Rush par. Attends. Ah voilà, David Turksi, je dirais, et Anthony Ojego et Konstantinos Kokinis. Il me semble que Turksi c'était un des auteurs pour le Kitchen Rush. Bah, ça m'étonnerait pas puisque c'est la suite. Bien sûr. Je pense que voilà, ça fait sens. Alors ensuite, attends, on fait le tour.
On fait le tour pour chez les enfants. Ça c'est, voilà, il y a ma petite tête dessus parce que je vous l'avais présenté comme Clinic Rush d'ailleurs dans la vidéo des 3000 abonnés. Ouais. Voilà. Dream Quest, ça va être un jeu pour 2 joueurs et un jeu dont vous êtes le héros en fait. Mais encore plus cool, vraiment très très narratif. Vous allez avoir un des joueurs, ça va être le rêveur qui peut être joué à partir de 6 ans. Ouais. Donc c'est celui-ci. Il y a double face, hein, garçon et fille, hein, évidemment. Et vous pouvez aussi jouer, enfin vous devez jouer le protecteur qui lui peut être joué à partir de 10 ans. Donc en fait c'est un parfait duo pour parents-enfants. Oui. Ou grand frère, petit frère, enfin bref, tout ça. Chacun a son petit pouvoir et en fait vous allez avoir un livret d'aventure, hop, ici. Voilà, le tome 1, il y a un deuxième tome, et vous allez l'ouvrir, et vous allez avoir une petite histoire qui va se dérouler sous vos yeux. Donc en fait, vous êtes un rêveur, et vous rentrez dans le monde des rêves, et en gros, vous avez une quête à réaliser, voilà, vous lisez un peu tout ça. Là, vous avez la carte du monde des rêves, voilà, voilà, bon bref. Et voilà, et là, on va commencer les actions. Comme dans un livre dont vous êtes le héros, donc je vais pas vous spoiler, Bien sûr. allez avoir un petit résumé de voilà, vous tombez nez à nez avec ça, qu'est-ce que vous faites des choix, et vous avez soit des choix, des fois c'est fuir, soit vous pouvez aussi combattre. Comment combattre ? Avec ces dés, chacun son dé, vous le lancez et il faut essayer de récupérer, enfin d'obtenir les phases demandées pour les actions. Okay. Vous allez avoir l'épée, vous allez avoir de la magie et vous allez avoir, eh bien à chaque fois vous pouvez aussi avoir des petits boucliers ici. Et ça, je crois, oui, c'est ça, c'est ce que vous voulez. En fait, pour résoudre un conflit, il faut avoir exactement le même nombre que demandé, et quand on n'a pas le même nombre et que du coup on n'arrive pas à tuer l'adversaire par exemple, il nous inflige des dégâts. Les dégâts, attends, ça c'est mis bizarrement, voilà. Normalement on a 7 points de vie au début, au début, voilà. 7 points de vie, à chaque dégât, vous allez évidemment perdre des points de vie, mais vous avez le défenseur, le protecteur, lui il peut dépenser un de ses boucliers pour empêcher le rêveur de se prendre un dégât. Le rêveur, lui, va avoir normalement des pions, les pions cauchemars qui sont au début, et pour éviter que son protecteur meure, eh bien il peut dépenser un de ses pions ici pour, eh bien vous voyez, plus 7 points de vie en fait, de rêve à votre protecteur. Voilà, c'est vraiment, vous êtes en fait son support et lui il est aussi votre support. Voilà, tank un peu chacun. Donc il y a de l'entraide quoi. Exactement. Ensuite, vous allez récupérer des récompenses qui sont ici pour vous équiper au fur et à mesure. Voilà, vous allez devenir de plus en plus puissant. Là, vous gagnez de plus en plus de force, là, de magie, etc., etc. Vous allez vous référer aux nouvelles pages données si vous avez combattu et que vous avez réussi à aller à telle page, et vous allez avoir vraiment toute l'aventure qui va se dérouler comme ça. Évidemment, si le rêveur à un moment, parce que c'est un peu le héros de l'histoire quand même, arrive à 0 point de vie, il se réveille et l'aventure se termine. Évidemment, l'aventure ne se termine pas vraiment, puisque vous pouvez recommencer. Voilà. Vous pouvez recommencer et aller jusqu'à la fin de l'aventure, qui est le tome 2. Et ce qui est vachement cool aussi, c'est que si vous allez sur le site de elixir.fr, à la fin de votre aventure, vous pouvez faire imprimer votre aventure. Voilà, en petit livre, comme ça vous l'aurez ad vitam aeternam. Voilà, vous allez vraiment avoir votre aventure personnalisée et que vous pourrez relire plus tard. Ok. Allez, on enchaîne sur derrière le comptoir. Ok. Alors, derrière le comptoir, eh bien, on va avoir d'abord une petite boîte. C'est des cartes Bicycle Avengers, voilà. J'en ai vu des petits aperçus et vraiment... c'est beau, hein. Vous avez des figures, par exemple, c'est Black Panther et tout ça. J'aime bien les petits logos, enfin on voit tous les symboles autour des Avengers, c'est grave cool. C'est trop trop beau, vraiment. En plus, je sais pas si tu le vois, mais voilà, il brille, il est grave fancy, il est grave beau. Voilà. Et on a une plus grosse boîte. Une plus grosse boîte. Et oui, le zombicide. Alors vous dites, mais on le connaît lui, le zombicide contemporain. Ben non, regardez. Seconde édition. Et oui, et ben oui, maintenant que Zombicide, en vrai, le premier, il remonte à il y a très longtemps, je me souviens même pas combien, mais très longtemps, et depuis, les nouvelles versions, le Black Plague, le Futuriste, etc., ils ont vraiment corrigé les petites erreurs, les trucs qui étaient pas cohérents, et il fallait revenir à cette première édition qui était dans un monde très intéressant, le contemporain, en fait, hein, celui qu'on connaît le plus, et bien, ils ont vraiment repris toutes les corrections qu'ils avaient fait dans les opus d'après, et ils ont vachement amélioré cette nouvelle boîte. Donc du coup, surtout ce qu'ils ont amélioré, c'est les figurines, parce que depuis le temps, Common s'est vachement amélioré sur la finition des figurines. Donc les figurines sont beaucoup plus dynamiques, elles sont beaucoup plus précises, etc.
Vous allez avoir maintenant des plateaux joueurs, voilà, comme il y avait dans Black Plague par exemple. Donc vous allez avoir un petit plateau avec vos XP ici. Vous allez avoir les nouvelles capacités que où vous pouvez mettre des petits picots. Enfin bref, c'est génial. Vous avez aussi des nouveaux survivants. Vous pouvez jouer aussi des survivants enfants. Voilà. Ah, cool. Ils avaient testé ça dans Invaders, là, le futuriste, et apparemment ça a eu du succès. Donc vous avez ça. Ils ont beaucoup moins de PV, mais ils ont tout de suite un pouvoir qui est slippery, qui en gros ils peuvent se déplacer sur les cases où il y a les zombies sans malus. Voilà. Il faut quand même compenser qu'ils aient pas beaucoup de vie. Ensuite, vous allez avoir, il y a vraiment plein d'améliorations. Tout ce qui était incohérent, genre la priorité de tir. Vous allez avoir aussi, les spawns sont faits différemment. Vous allez en avoir moins des entrées de zombies, mais les cartes sont vachement plus vénères. Voilà, vous allez avoir, ils disent 3 minutes pour mettre en place maintenant, alors qu'avant c'était genre 10 minutes. Je n'ai pas encore testé, donc 3 minutes, je ne sais pas, je chronométrerai, mais effectivement ça doit être plus rapide parce que par exemple maintenant les portes sont directement imprimées dessus, vous n'avez plus à chercher à chaque fois le petit token. C'est top. Voilà, donc plein d'améliorations dans ce Zombicide 2e édition, donc comme au cas où ceux qui ne connaissent pas quand même, faut que je le dise, du coopératif en post-apocalyptique, vous survivez face à une invasion de zombies, voilà, avec différents objectifs. Ah, la petite extension qui est offerte aux premiers acheteurs. Danny Trejo, El Machete, voilà, figurine de ce célèbre acteur de film de zombies. Voilà, pour les premiers acheteurs. Maintenant, on passe au concours de la semaine dernière. C'est ça. La gagnante de ce concours s'affiche ici, par là-bas. Et c'est Audrey Dorbet. Voilà, félicitations à toi. C'était bien le 19 février, sketch de Cédric Chaboussi. Oh oui, voilà. C'est ça. Sinon, merci encore de nous suivre. Vous êtes maintenant 3500 abonnés sur YouTube. Merci grave. N'hésitez pas à, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Et même si en fait vous aimez pas la vidéo, au lieu de mettre un petit pouce vers le bas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ce qui vous a pas plu, etc. Parce que forcément on fait des erreurs, on est encore assez nouveau dans le domaine, etc. Donc on préfère que vous nous mettiez un petit commentaire de ce que vous avez pas aimé. Comme ça on pourra essayer de s'améliorer, quoi. Voilà. C'est toujours cool. Et bien voilà, je vous remercie de nous avoir suivis pendant cette vidéo. Tom, Antoine, désolé Antoine, tu es très frustré, mais bon, voilà, il faut pas le dire. Et Alex, merci. Donc, au revoir et à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux. Et comme d'habitude, à la fin d'une vidéo du vendredi, je vous retrouve avec une exclue. Et cette-ci, c'est une belle exclue. On remercie Benoît Bagné et la boîte de jeux de nous avoir fait parvenir une boîte de It's a Wonderful Kingdom. Et on remercie aussi Tatiana de Gurdot Game qui nous a fait ce joli petit message, puisque c'est elle qui nous l'a envoyé de Belgique. Coucou Tatiana, si tu nous regardes, nous on te regarde et on apprécie ce que tu fais. Voilà, qu'est-ce que c'est It's a Wonderful Kingdom? Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'avez pas suivi le Gotham ludique ces dernières semaines. C'est la version 2 joueurs de It's a Wonderful World. Alors évidemment, comme Seven Wonders, on pouvait jouer à 2 et il y a eu Seven Wonders Duel, et c'est la même chose. It's a Wonderful World, on peut y jouer à 2 évidemment. Et moi le premier, je me disais, alors quel est l'intérêt de jouer à 2 à It's a Wonderful Kingdom? Qu'est-ce qu'ils vont amener de plus? Et vous allez voir, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer ce qui va être amené en plus. L'interaction. Bien sûr, il y a l'interaction dans It's a Wonderful World, mais là, vous allez voir, il y a quelque chose d'assez retorse que moi, j'ai particulièrement apprécié. Petit plateau, voilà, qui pointe vers toi, Alex, joueur rouge, et vers moi, joueur bleu. J'ai mon duché, de Valadis, et toi, tu as ton duché ici de Tesseri. On a soit un départ asymétrique, tu vois que toi tu vas marquer 2 points par petit symbole comme ça, et tu vas produire ça avec du jaune, alors que moi je vais marquer 2 points par symbole comme ça, je vais produire ça avec du bleu. On pourrait le retourner et on aurait tous les deux la même chose. Si on veut de la symétrie, c'est possible, évidemment. Maintenant, pour ceux qui connaissent It's a Wonderful World, c'est un jeu en fait de draft de cartes, où on allait récupérer des cartes, ces cartes-là, pour les mettre soit en destruction et récupérer la ressource indiquée ici. Donc tout de suite, si je détruis cette carte-là, je prends un petit cube bleu et justement je vais le poser sur une autre carte que j'ai décidé de construire. Donc dans ce jeu-là, on fait ce qu'on veut. Il y a des cartes qu'on détruit, on récupère la ressource indiquée, et il y a des cartes qu'on se met à construire. Et pour construire une carte, il faut poser autant de cubes que demandé par la carte. Évidemment, ces cartes ensuite vont générer d'autres ressources. Ressources qui vont générer des cartes qui vont pouvoir générer des ressources. Et on a, comme dans It's a Wonderful World, un système comme ça, on va respecter, on va partir de la production de gris, ici, puis ensuite on va faire la production des violets, donc chacun va annoncer ce qu'il produit dans chacune des couleurs, puis la production de jaune, puis la production de bleu, et ensuite on va refaire un nouveau tour, sachant que le tour se joue en 4, enfin la partie se joue en 4 tours, avec tour 1 pour moi, tour 2 pour toi, tour 3 pour moi premier joueur, tour
pour 4, le tour 4 pour toi, premier joueur, et après c'est fini. Donc c'est très tendu comme It's a Wonderful World. Maintenant les cartes, on va retrouver un petit peu, 3 points de victoire par symbole comme ça peut m'intéresser parce que là ça fait que j'ai 5 points de victoire par symbole comme ça. Donc je vais avoir intérêt à construire cette carte-là qui en plus de me rapporter 4 points, fait ça. Donc ça c'est tout le côté combo, rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. Ce qui va vraiment changer, déjà c'est les majorités. Quand vous avez une majorité, dans It's a Wonderful World, vous aviez soit un financier, soit un militaire. Ici vous aurez un soldat, mais ça va être en 2 bandes. Le soldat, vous allez d'abord le mettre dans le camp d'entraînement. Et c'est à la prochaine majorité que vous pourrez le libérer et le récupérer dans votre espace et pouvoir l'utiliser. Vous verrez à quoi il va servir le soldat. Il y a également, il y a également donc un système de draft très malin que je vais vous expliquer, puisque c'est là toute la richesse du jeu. C'est que contrairement à d'habitude où on avait nos cartes en main, et on s'est échangé. Ici, on va avoir des cartes en main, vois-tu, Alex. Et on va faire une petite simulation. On va en libérer 2 du paquet, comme ça. Ainsi, il y a 2 groupes, le groupe A et le groupe B. À mon tour de jeu, parmi mes 8 cartes que j'ai en main, je vais en choisir 2 et je vais les poser soit dans chaque groupe, comme ça, tu vois, soit je vais pouvoir créer de l'asymétrie, dire qu'il y a ce groupe de 3 et ce groupe de 1. Et ensuite, toi, tu vas choisir un lot qui te plaît le plus, un petit peu le système Anami-Koji, tout ça, avec ce petit dilemme et ce côté très rotor, ce qui est que je vois très bien que tu as vraiment besoin de cette carte-là, parce que tu as besoin de produire du jaune, par exemple, et ben je me dis que tu es peut-être prêt à la prendre et à me laisser ces 3-là parce que tu as vraiment envie de l'avoir, celle-là, tu vois. Mais peut-être que toi, tu vas dire, non, je prends ça quand même, et parce que ça fait 3 cartes et que je peux détruire tout plein de trucs. Ça, c'est déjà très sympa. Le truc qui est encore mieux, alors une fois que toi, tu as choisi, imaginons ça, parce que tu t'es pas fait avoir par mon piège, tu vas les mettre dans ta zone, c'est un peu les cartes que tu vas pouvoir soit construire, soit détruire, et ensuite, toi-même, tu vas rajouter 2 cartes de ton paquet de cartes. Donc tu vas peut-être faire ça et ça, ou tu vas peut-être faire 2 d'un côté et tu laisses cette fameuse là de l'autre. On va se répondre comme ça, avec donc beaucoup d'interactions, en tout cas beaucoup plus que dans It's a Wonderful World. Mais là où c'est malin, c'est qu'on va pouvoir piéger son adversaire. Pourquoi? Parce que le jeu se joue avec des modules obligatoires et le module menace que je vous présente ici va vous permettre de rajouter des menaces dans votre paquet de cartes à vous, si bien que quand vous aurez 8 cartes, vous n'aurez que 7 cartes et une carte de menace. Alors les menaces, elles sont toutes différentes, vous pouvez jouer soit les rats, voilà, soit, et avec la vermine, soit jouer le géant de givre, soit jouer le voleur, enfin l'ombre, soit jouer le voleur. Qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, figure-toi, Alex, que je vais essayer de te polluer tes rats dans ta cité, mes rats dans ta cité. Ce qui fait que de temps en temps, je vais jouer une carte face cachée, parce que j'ai le droit jusqu'à 2 cartes à jouer face cachée, parce que j'ai 2 jetons comme ça, et je retournerai pour rappeler que j'ai fait un lot avec une carte face cachée. Maintenant, toi, ton risque, c'est quoi? C'est est-ce que j'essaie de te piéger en te mettant un rat? Ou est-ce que c'est une carte super bien et je veux que tu crois que c'est un rat pour que tu me la laisses et pour que je la récupère et la faire passer en douce? Et oui, et si tu trouves un rat et que tu le mets dans ta cité, eh ben tu vas te prendre de la vermine. Et si j'arrive à te le faire au 2e tour, tu vas te prendre autant de vermine que tu as de rats. Donc ça, tu vas moyennement aimer. Mais toi, de ton côté, tu vas essayer de me piéger avec ton géant de givre. Parce que si jamais je récupère ton géant de givre, ben moi ça va me givrer un de mes projets. Je ne pourrai pas le finir tant que je n'aurai pas affronté le géant. Et c'est là que les soldats rentrent en jeu. Ces fameux soldats que vous essayez de récupérer par les majorités ou par d'autres cartes évidemment, à la fin de la phase de production, il y a une phase de combat et vous pouvez les dépenser pour détruire les cartes qui polluent votre cité. Voilà, c'est super sympa, c'est super agréable. Alors là, c'est le module menace que je vous présente, mais il y a également le module conseiller. Alors on a reçu les cartes en anglais, c'est moins facile à montrer et vous voyez que c'est encore à l'état prototypal puisqu'il y a encore des croquis de Anthony Wolf, c'est super le boulot qu'il fait évidemment. Donc on peut jouer aussi avec le module conseiller. Il y a un module quête qui n'est pas dans la boîte qu'on nous a envoyé. On voit la richesse du jeu puisque le jeu de base va toujours s'agrémenter de plusieurs modules, enfin d'un module lui donnant une particularité, soit très retorse avec les menaces, soit très combo avec les conseillers qui vont permettre d'avoir des actions supplémentaires. Bref, c'est très sympa. J'ai oublié de parler d'une petite carte que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer, parce que ça c'est des cartes, voilà, c'est des cartes en fait qui vont servir à détruire pour récupérer ça tout de suite. Ça ne fait rien, mais on vous les détruisez, alors il y en a d'autres, pour récupérer ça tout de suite. Et celle-là, des fois, vous les passez en douce, en cachet, parce que vous avez besoin de ces jetons-là pour pouvoir construire un de vos projets, pour pouvoir améliorer votre moteur. Voilà, c'est It's a Wonderful Kingdom, ça doit sortir vers octobre.
octobre, novembre, décembre. On est partenaire de la boîte de jeu, donc tous ceux qui ont pledgé sur le Kickstarter de It's a Wonderful Kingdom, vous pouvez choisir notre boutique pour venir retirer votre boîte de jeu. Et sinon, on en aura à vendre évidemment dans le magasin pour tous ceux qui n'auront pas fait le pledge. C'est un jeu qui sent très très bon. En tout cas, moi j'ai eu qu'une envie, c'est d'y revenir. On devra le faire partir bientôt pour un autre reviewer, puisque maintenant nous sommes des reviewers. Donc merci encore une fois à Benoît Bagné et à la boîte de jeu de nous avoir fait confiance et nous avoir confié ce petit bijou qu'on vous invite vraiment à découvrir à la rentrée quand il sera disponible. Je vous dis maintenant que cette vidéo est vraiment finie, puisque je vois qu'Alice l'avait un petit peu fini. Bien sûr. Et ben je vous dis moi aussi, à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.